Terminé. Dernière vidéo pour finir ce chapitre, un retour des classes sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après une période des Trente Glorieuses où l'analyse de Marx était pertinente pour décrire la classe ouvrière et la bourgeoisie, s'en est suivi une période de remise en cause de son analyse parce qu'il y a eu une moyennisation de la société qui d'ailleurs s'est déroulée progressivement durant les Trente Glorieuses. Sauf qu'à partir des années 2000, de nouvelles inégalités apparaissent et se pose la question de savoir si l'analyse de Marx est de nouveau pertinente pour décrire la société française. Est-ce que l'on assisterait donc à un retour des classes sociales ou un retour de ce qui ressemblerait à des classes sociales? Donc, comment est-ce qu'on va prouver cette idée-là? On fait ça en plusieurs temps. D'abord, l'idée que la moyennisation remet en cause les classes sociales, cette idée-là s'arrête, on va dire, parce qu'au cours des années 90 et 2000, on a comment dire, une interruption de la réduction des inégalités. C'est-à-dire que les inégalités arrêtent de se réduire entre les classes et voire même repartent à la hausse, notamment dans les inégalités de patrimoine. Donc cette idée qu'on serait tous en train de converger vers un niveau de vie moyen, cette idée est largement remise en cause et au contraire serait même inversée. C'est-à-dire qu'il y aurait de nouveau une forme de polarisation qui se crée avec des riches extrêmement riches, c'est-à-dire le 1% de la population, et une fraction très pauvre de la société qui sera en train de s'appauvrir. D'accord? Donc ça, c'est la fin de la moyennisation, mais c'est un retour à une société plus polarisée. Alors, je dis d'ailleurs des bêtises un petit peu, puisque je dis une fraction pauvre qui s'appauvrit, c'est vrai, mais on pourrait même, certains sociologues font même une opposition entre le 1 millième, on va dire, ou le 1%, vraiment les plus riches des plus riches, et carrément la classe moyenne, quoi. Il y aurait une classe moyenne en train de s'appauvrir progressivement, qui peut de moins en moins accéder à la propriété, dont les diplômes perdent de leur valeur, qui ont des emplois de moins en moins stables, et ce qui donc nourrit une sorte soit de peur du déclassement, on en parlera dans un chapitre ultérieur sur la mobilité sociale, ou alors carrément un déclassement objectif. Les gens sont réellement en train d'être déclassés. Voilà, ça dépend des options, des manières de regarder les choses. Ce qui est sûr, c'est que ça milite cette analyse pour remettre en avant l'analyse de Marx et le fait qu'il y a de nouveau une polarisation dans la société. Bon voilà, ça c'est le point que je développe ici. Donc bah, vous le lirez. Et après, donc ça c'est bon, là ça va être très rapide puisque c'est ce qu'on a fait en méthodologie de l'EC3 hier. Donc en gros l'idée c'est de dire que les classes en soi existent toujours, dans le sens où il n'y a plus de classe ouvrière mais il y a toujours des pauvres, hein. Et ils sont plus tous ouvriers, il y a des ouvriers, mais il y a maintenant aussi beaucoup des employés parmi les pauvres. Bon, bah, ils partagent un certain nombre de positions en commun. Les membres de ces classes populaires, ils vivent pauvrement, ils sont dominés dans la société. Vous relirez tout ça. Donc des exemples. Et donc cette manière de théoriser la chose nous est proposée par donc Olivier Schwartz, que vous avez en photo ici. En plus, alors là on fait d'une pierre deux coups. On parle aussi donc de la question de la culture. Alors la culture, bon, des fois on le met avec avec la conscience de classe, des fois on le met avec la classe en soi. Bon, moi cette fois-ci je le mets avec la classe en soi. Donc l'idée c'est qu'il y a un séparatisme culturel, c'est-à-dire qu'il y a des références typiques, des visions du monde, des codes typiques des milieux populaires, qui les séparent des milieux plus favorisés. Donc ce séparatisme culturel fait qu'il y a quand même finalement encore des classes au sens de Marx, parce qu'il y a des différences culturelles. Cette théorie de la moyennisation culturelle, qu'on a évoquée plus haut dans la moyennisation, elle trouve ses limites dans le sens où il existe quand même des cultures spécifiques à certains milieux sociaux. Ce serait une erreur de croire qu'on a tous la même culture, une espèce de culture moyenne, et que c'est parce qu'on fait tous un barbecue pendant les vacances qu'on est tous pareils, hein. Là, c'est petite pique pour Henri Mandras. Donc voilà, vous lirez ça. Euh, Là, c'est pour redire que finalement, les classes, en plus d'être des classes en soi, si on y regarde de plus près, c'est aussi des classes pour soi. C'est-à-dire qu'il y a une certaine conscience de classe dans les milieux populaires, bien que fragile. C'est-à-dire que parfois, les gens se mobilisent, mais parfois, comme ils sont un peu dominés, ils ont peur de se mobiliser. Donc, la conscience de classe et la volonté de défendre ses intérêts dans les milieux populaires est, on va dire, assez volatile. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune conscience de classe. D'accord? C'est ça qui est important de mentionner.
C'est que dans les milieux populaires, il y a encore quand même, où il y a une certaine conscience de classe qui se manifeste par moments et qui fait qu'ils cherchent néanmoins à défendre leurs intérêts. Donc là, c'est le cas par exemple de tous les travailleurs ubérisés qui se mobilisent de temps en temps pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie parce qu'ils ont pris conscience du mirage de l'ubérisation et de l'auto-entrepreneuriat. Voilà, donc vous lirez ça. Et enfin, pour terminer, là, voilà, une classe sociale qui n'a jamais cessé d'en être une, eh bien, c'est la bourgeoisie. Alors certes, elle a été un peu reconfigurée par l'arrivée, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, de nouveaux bourgeois intellectuels qui se caractérisent surtout par beaucoup de capital culturel et relativement peu de capital économique par rapport aux autres bourgeois, on va dire, d'antan, qui sont vraiment extrêmement riches et qui ne doivent pas leur position dominante à beaucoup de capital culturel. Donc certes, il y a eu cette hétérogénéité-là, mais bon, ça renverse pas la table, hein, c'est-à-dire que la bourgeoisie n'a pas non plus changé radicalement. C'est toujours une classe qui, on va dire, est consciente de faire partie des privilégiés, qui défend ses intérêts de toutes les façons possibles. D'accord? Donc c'est bien une classe en soi, objectivement, et c'est aussi une classe pour soi. D'ailleurs, au passage, on pourrait faire une remarque sur les nouveaux bourgeois intellectuels que sont les journalistes, les écrivains ou certains politiques, hein, qui finalement, très contents d'accéder à la classe bourgeoise, n'ont pas du tout dans l'idée de remettre en cause les choses, hein. Des tas de bourgeois intellectuels, des journalistes, des éditorialistes, qui sont très contents d'avoir gravi les échelons. Et une fois qu'ils rentrent dans la classe bourgeoise, eh bien, ils n'ont pas du tout l'intention d'embêter qui que ce soit, et ils essayent plutôt de rentrer dans le moule et de défendre leurs intérêts, de défendre les mêmes intérêts que la classe bourgeoise. Donc vous voyez bien, ça remet pas du tout. La montée de l'hétérogénéité remet pas forcément en cause l'analyse des classes sociales de Marx. Mais bon, il faut bien faire des plans si on veut faire des sujets. Donc là, vous avez un exemple avec la mobilisation des bourgeois pour, pour lutter contre la construction de logements sociaux, c'est-à-dire éviter que des pauvres arrivent dans leur quartier parce qu'ils veulent préserver ce qu'on appelle en sociologie un entre-soi, c'est-à-dire qu'ils aiment bien rester entre riches dans leur quartier riche du 16e et pas être importunés par les pauvres. Donc voilà, ils s'organisent et à grand renfort de dépenses judiciaires, vous voyez, d'avocats, 25 000 € de frais d'avocat, voilà, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, eh bien, il n'y a pas de problème, on s'organise pour défendre nos intérêts de rester entre riches tranquillement. Voilà, donc il y a d'autres modalités par lesquelles la bourgeoisie s'organise pour défendre ses intérêts. Bon, là, je vous laisserai regarder, vous choisissez, hein, les parcours scolaires, interdire la taxation du capital. Vous voyez, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat voulait instaurer une taxe sur les transactions financières, c'est taxer le capital, ça a été refusé, hein, parce que voilà, c'est c'est un moyen de gagner de l'argent pour les milieux favorisés, donc pas de taxe là-dessus. Voilà, bon, je m'arrête, vous lirez tout ça et j'espère que vous avez bien tout compris. Vous êtes paré pour n'importe quel sujet sur ce chapitre. Certes, c'est un gros chapitre, il y a beaucoup de matière, mais vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour affronter n'importe quel sujet et avoir, je le répète, d'excellentes notes. Si vous apprenez bien ce cours et que vous savez le ressortir au bon endroit, c'est 16, 17, 18. Voilà, enfin en toute modestie. Voilà, à plus tard.